C'était durant l'été 1979 que l'idée de partir en camping est apparue pour la première fois dans une conversation. Marc, un ami proche depuis le lycée, se plaignait de son boulot depuis des semaines. Il bossait dans un boulot de bureau déprimant chez une compagnie d'assurance. Et notre ami commun, Joey et moi, n'étions pas bien mieux lotis. J'enchaînais les petits boulots temporaires, et Joey trimait dans un entrepôt à déplacer des cartons pour le salaire minimum. On avait désespérément besoin de s'évader, de casser la routine faite de boulot et de soirées sans intérêt. Mais on n'avait pas l'argent pour s'envoler vers les Bahamas, et on ne pouvait pas tous prendre congé pour un long road trip. Alors, on a décidé de partir camper. Après un petit échange, on s'est mis d'accord sur la Harold Parker State Forest. Elle se trouvait à environ 1 heure de route, au nord de Cambridge. C'était assez proche pour que le trajet soit facile, mais assez loin et vaste pour que ça ressemble à une vraie escapade en pleine nature. Quand je dis que c'est grand, je veux dire vraiment grand, plus de 3000 acres de pins et de chênes. Et il faut environ 6 ou 7 heures pour la traverser à pied par beau temps. On le savait parce qu'on y était déjà allé, une fois pour une excursion d'une journée, quelques années plus tôt. Donc, on a estimé que 3 nuits au début de l'automne seraient idéales, juste avant que le temps ne devienne trop froid et humide. On a commencé à organiser les détails à mesure que la date approchait, en réunissant nos ressources pour limiter les coûts. Ma vieille voiture bleue rouillée à haillons avait tout juste passé l'inspection, mais c'était suffisant pour aller jusqu'à la forêt. Marc avait réussi à retrouver la vieille tente 2 places de son père, au fond du garage. Elle était encore en état correct, malgré quelques trous rafistolés. Comme elle ne pouvait contenir que 2 personnes, Joey a amené une petite tente, une place qu'il avait achetée pas cher, dans un surplus de l'armée. On a partagé le reste du matériel, sac de couchage, glacière, quelques ustensiles de cuisine sympas, une canne à pêche que Joey a ajoutée, et j'ai pris 2 bâches au cas où il pleuvrait. Marc avait mis la main sur une carte du parc, un de ces dépliants pliables qu'on trouve encore au centre d'accueil du parc. Et après ça, on s'est dit qu'on était prêt. Je me souviens que le trajet jusqu'à la forêt avait été super sympa. On est parti un vendredi après-midi. Le soleil brillait encore haut dans le ciel pendant qu'on passait « Going up the country a born to be » wild à fond sur l'autoradio. Environ 1 heure plus tard, on est arrivé dans la forêt, juste au moment où le crépuscule commençait à tomber. Le parking en gravier près de l'entrée ne comptait qu'une seule autre voiture. Après avoir glissé quelques billets dans une enveloppe au petit kiosque en bois en libre-service, on a choisi un emplacement de camping près d'un endroit appelé Berry Pond. C'était une clairière plate entourée de grands arbres, avec déjà un foyer en pierre installé. Le sol était recouvert d'aiguilles de pin, et à travers les arbres, à peut-être 50 yards, l'eau de l'étang scintillait à la lumière du soleil couchant. C'était magnifique en y repensant. On a déchargé la voiture, transporté nos affaires jusqu'au site, puis on s'est mis à monter le camp. Cette première nuit était géniale. Marc a allumé un feu avec un briquet et des feuilles de journal froissées qu'il avait apportées. On a fait cuire des hot dogs sur des bâtons échauffés, des haricots dans une vieille casserole, un cabossé que j'avais trouvé dans la cave de ma mère. Ce n'était pas de la grande cuisine, mais là-bas, ça avait un goût bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Une fois les hot dogs finis, on a ouvert les bières et on s'est installé sur une bûche qu'on avait traînée près du feu. Je me suis penché vers les flammes, les yeux fixés dessus, et j'ai senti tout le stress s'évaporer. Je me suis dit, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Le lendemain, on a décidé de faire un peu d'exploration, alors on a choisi un sentier de 3 miles, qui faisait une boucle autour de l'étang et menait à un point de vue. Le sentier était étroit, et la forêt résonnait du bruissement des feuilles et du va-et-vient des écureuils et autres animaux à travers les broussailles. Le panorama depuis le point de vue valait vraiment la peine. La forêt s'étendait devant nous, baignée par le soleil du matin. On est resté là un moment à se passer un sac de mélange montagnard, un peu stupéfait par tant de beauté. C'était si paisible. Et même si la forêt semblait sauvage et indomptée, on se sentait en sécurité. Mais on avait tort. Le dimanche a commencé de la même manière. On a encore fait une randonnée, plus longue cette fois,
Puis on est revenu au camp en fin d'après-midi, épuisé mais satisfait. Marc a fait une sieste dans la tente pendant que je ramassais du bois. Ensuite, après le repas au coucher du soleil, on a décidé d'aller dormir tôt, lessivé par la randonnée. La tente de Joey n'était qu'une masse sombre à côté. J'ai fermé la nôtre, et en me glissant dans mon sac de couchage, Marc ronflait déjà à côté de moi. La forêt est devenue silencieuse, à part quelques bruits d'animaux. Puis je me suis endormi, mais je me suis réveillé en ayant froid. L'air dans la tente me semblait étrange, humide et glacial. J'ai tâtonné pour trouver ma lampe torche, je l'ai allumée et j'ai vu que la fermeture de la tente était ouverte. Je me suis redressé et j'ai dirigé la lumière autour de moi. Le sac de couchage de Marc était vide. Ses bottes avaient disparu, mais sa veste était encore là, en boule dans un coin de la tente. J'ai regardé ma montre. Il était juste 4h30 du matin. J'ai supposé qu'il était simplement allé pisser quelque part et qu'il reviendrait d'un moment à l'autre. Je me suis recouché et j'ai attendu 1 minute. Rien que le silence. 1 autre minute. Pas de sifflement, pas de pas, rien. Encore 1 minute. J'ai fini par me redresser à nouveau, rallumer ma lampe, et je me suis dirigé vers l'ouverture de la tente pour jeter un coup d'œil dehors. Il faisait noir comme dans un four. La lumière de ma lampe était engloutie par l'obscurité alors que je balayais les alentours à la recherche de Marc. Je l'ai orienté à droite, puis à gauche, mais aucune trace de lui. Je me sentais un peu idiot, à me demander si j'étais vraiment si trouillard, au point de me faire flipper juste parce qu'un pote était allé pisser. Je me suis dit que je ne ferais probablement pas 10 pieds avant de voir Marc revenir, et que je devrais lui expliquer à quel point j'étais une mauviette. Mais une autre voix dans ma tête me répétait « Et s'il ne revient pas? Et s'il a des ennuis ?» Alors j'ai mis ma veste, suis sorti de la tente, me suis relevé et j'ai fait un tour complet avec la lampe torche à la main. Je m'attendais à le voir revenir, mais non. J'ai fait quelques pas, puis j'ai appelé son nom. D'abord doucement pour ne pas réveiller Joey inutilement. J'ai fait le tour du campement, balayant les arbres avec ma lampe. Rien que des ombres. Et là, j'ai commencé à avoir un très mauvais pressentiment. J'ai rappelé son nom plus fort cette fois, et c'est ce qui a réveillé Joey. J'ai entendu du bruit dans sa tente avant qu'il ne l'ouvre. Je me suis retourné en essayant de ne pas l'aveugler avec ma lumière. Il me regardait, les cheveux en bataille, puis il m'a demandé ce qui se passait. On a eu tout un échange, moi disant que je pensais que Marc avait disparu, lui me demandant s'il n'était pas juste allé pisser, et moi l'assurant que je n'étais pas simplement parano. Une fois qu'il a compris que quelque chose clochait vraiment, Joey a mis ses bottes et sa veste et est sorti de sa tente. On a d'abord cherché dans des directions différentes, élargissant le périmètre autour du camp, tout en appelant Marc. Ma lampe découpait l'obscurité, illuminant des troncs et des buissons, mais toujours pas de Marc. Quand on s'est retrouvés, Joey a suggéré que Marc faisait peut-être du somnambulisme. Apparemment, il l'avait déjà fait enfant, et une fois, il était même descendu jusqu'à son jardin. Je n'y croyais pas trop, mais on a quand même élargi le cercle en allant plus loin dans les bois. Cette fois, on a décidé de rester ensemble. À mesure qu'on avançait, le sol commençait à descendre en pente douce. Des racines traîtresses menaçaient de nous faire trébucher à chaque pas dans cette obscurité. Mes pieds et mes chaussettes étaient déjà trempés, et la nuit était si froide que mes mains tremblaient en tenant la lampe torche. La forêt semblait encore plus grande maintenant, plus dense, plus difficile à parcourir. Mais on a continué, appelant Marc tout en marchant. Après environ 1 heure, à tourner quasiment en rond, Joey s'est soudainement arrêté. Il a pointé sa lampe vers un buisson où quelque chose de gris était accroché. J'ai braqué la mienne et mon cœur s'est figé. On a tous les deux vu ce qui ne faisait aucun doute. La casquette de Marc, celle bleue délavée qu'il portait depuis le début du séjour, accrochée aux épines du buisson. On l'a regardé 2 ou 3 secondes, sans bouger. Puis Joey a dit que ça n'avait aucun sens. On a repris la marche appelant encore son nom. Puis, à environ 50 pieds, on a trouvé ses chaussettes. L'une puis l'autre, jetées là comme s'il les avait enlevées et laissées derrière lui. Ensuite, nous avons trouvé son jean, froissé dans la terre, puis son t-shirt, et enfin son caleçon, tous éparpillés sur une distance d'environ 50 à 60 mètres,
formant un chemin très délibéré. Chacun de nous essayait de donner un sens à ce que nous voyions. Joey me demandant si j'avais vu Mark boire de l'alcool fort ou utiliser quelque chose de plus puissant. On avait bu toute la bière qu'on avait apportée la première nuit. Mais même si je n'aimais pas trop l'idée, il n'y avait aucune garantie que Mark n'avait pas été discret avec une flasque de bourbon ou autre. Mais même s'il s'était secrètement saoulé jusqu'à en perdre la tête, ce n'était pas le genre à courir nu dans la forêt en pleine nuit. Ce n'était tout simplement pas son style d'humour. Je suppose qu'on a échangé là-dessus pendant quelques secondes, tout en continuant d'appeler son nom aussi fort que possible. Puis je crois qu'une minute plus tard, on l'a vu. Juste devant nous, allongé sur le dos, il y avait le corps sans vie et décapité d'un jeune homme. Le sang avait trempé la terre autour de lui, s'étant écoulé depuis la plaie nette au-dessus de ses épaules. La coupure paraissait droite et propre, et le reste du corps semblait intact. Aucune trace. Aucune blessure, juste une peau pâle et sans imperfection, d'un blanc éclatant sous les faisceaux de nos lampes torches. Je crois que je me suis éteint pendant 1 ou 2 secondes. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Et c'est étrange d'y repenser après toutes ces années, mais il y a eu un instant où je me suis demandé « Est-ce que c'est vraiment la réalité ?» Je ne pensais pas rêver ni halluciner, mais ça me semblait faux, presque comme un accessoire de film. La peau blanche avait cette teinte légèrement bleutée et tout ce sang figé autour de la blessure donnait un aspect plastique. Je n'avais jamais vu de cadavre avant. Alors je suppose que je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais jamais je n'aurais imaginé voir ça. Joey a dû avoir une réaction similaire. Il ne croyait pas que c'était Mark, ou du moins, il ne voulait pas y croire. Et je n'oublierai jamais cette douleur profonde que j'ai ressentie lorsqu'au lieu d'accepter la réalité, Joey a continué d'appeler son nom. Il criait plus fort, de plus en plus frénétiquement, tournant autour du corps sans jamais le regarder. Il répétait que ce n'était pas lui, que ce n'était pas possible. Sa voix se brisait et moi, je restais figé, ma lampe tremblant dans ma main, alors que peu à peu, je comprenais. C'était Mark, la taille, la carrure, pas de tatouage ni de cicatrice. Ça ne pouvait être que lui. Et puis, tous ses vêtements étaient là, éparpillés dans la forêt à quelques mètres à peine. Ma gorge s'est nouée quand j'ai tenté de parler. J'ai dû me forcer à prononcer les mots « Joey ». C'est lui. C'est Mark. Il secouait la tête disant non encore et encore. Il refusait de regarder le corps. Il faisait les 100 pas, les mains sur la tête, les larmes montant à ses yeux. J'ai répété plus fort, plus en colère, la voix tremblante. Il a arrêté de crier, puis s'est mis à pleurer, les mains sur le visage. Mes jambes étaient faibles, mais je ne pouvais pas m'asseoir. J'ai fait la seule chose qui me venait à l'esprit, marcher vers Joey et essayer de le réconforter. Une fois que ses pleurs se sont apaisés en de simples sanglots, je l'ai tenu contre moi et j'ai dit « Faut qu'on fasse quelque chose, mec. Je sais que c'est horrible, mais faut faire quelque chose. » Une fois qu'il s'est un peu calmé, nous sommes retournés au camp aussi vite que possible, courant par moments, là où le terrain le permettait. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça, avec le recul. Peut-être que c'était juste pour se donner l'illusion qu'on pouvait encore aider d'une façon ou d'une autre. Mais à ce moment-là, le temps ne comptait plus. Notre ami Mark était parti, et il ne reviendrait jamais, peu importe à quelle vitesse on courait. Une fois dans ma voiture, nous avons pris la route jusqu'à Middleton, puis tourné à gauche vers le poste des Rangers. Il était là, juste devant nous. Il n'y avait que 2 Rangers en service, vu qu'il était encore avant 6 heures du matin, mais quand nous sommes entrés, paniqués et bouleversés, ils nous ont offert des tasses de café et nous ont laissé raconter notre histoire. Joey a fait la majorité du récit. Sa voix était complètement brisée, mais j'ai fait de mon mieux pour l'aider chaque fois qu'il butait sur ses mots. Ils nous ont posé des questions auxquelles on pouvait à peine répondre. Et on a fini par abandonner les explications pour simplement supplier qu'ils nous laissent leur montrer. Le soleil se levait quand nous sommes retournés à notre campement. Tout était exactement comme nous l'avions laissé. Puis nous avons guidé l'un des rangers jusqu'au corps de Mark, et quand il l'a vu, tout ce qu'il a fait, c'est serrer la mâchoire. Ensuite, il s'est tourné vers nous, les yeux plissés, et a demandé ce qui s'était passé. J'ai dit qu'on ne savait pas, qu'on l'avait juste trouvé comme ça. Joey a hoché la tête, et à ce moment-là,
Sa voix était presque inaudible. Le ranger est resté là, nous posant quelques autres questions. Mais petit à petit, j'ai compris que quoi qu'on dise, il ne nous croyait pas. Il n'a pas été hostile, il n'a pas insisté. Mais quelque chose dans son comportement me disait qu'il ne nous croyait pas. Il a pris sa radio et a lancé l'alerte. Un corps décapité, 2 témoins. Il nous a dit que nous n'étions pas libres de partir et que nous devions attendre au camp. Les secours sont finalement arrivés. Puis la police a suivi avec 2 voitures de patrouille, gyrophares allumés mais silencieux. Je me souviens qu'ils nous ont séparés. Moi près des tentes, Joey près de l'étang. Ensuite, ils ont commencé à nous interroger. Où étions-nous quand cela s'est produit? Qu'avons-nous entendu? Est-ce que Mark avait des ennemis qui connaissaient ce voyage? Le flot de questions était intense, sans aucune compassion ni réconfort. Ils pensaient que c'était nous, et je le voyais dans leur manière de nous traiter. Une fois les entretiens terminés, ils nous ont dit qu'ils allaient devoir tout emballer comme preuve. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Nos vêtements, notre équipement, la glacière, les 2 tentes, les 3 sacs de couchage, et même les petits couteaux qu'on utilisait pour cuisiner. Nous ne nous sommes pas opposés. Nous savions que nous n'avions rien fait de mal. Nous voulions juste rentrer chez nous. Une fois que les 2 policiers en uniforme avaient terminé de nous interroger, Joey et moi, ils ont discuté entre eux pendant un moment, puis nous ont dit que nous devrions les accompagner au poste. Nous n'étions pas en état d'arrestation, ils voulaient simplement nous interroger dans un endroit où ils pourraient tout enregistrer correctement. Encore une fois, comme nous n'avions rien à cacher, nous n'avons pas protesté. Ils nous ont conduits au commissariat et nous ont mis dans des pièces séparées. Ces salles d'interrogatoire étaient petites, grises, avec une table en métal et un miroir sans teint. Un détective s'est assis en face de moi, avec un bloc-notes, et a posé les mêmes questions que les 2 autres, encore et encore, juste formulées différemment. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé cette nuit-là, mon réveil, la tente entr'ouverte, la recherche, les vêtements, le corps. Quand j'ai terminé, il s'est penché vers moi et m'a demandé si Mark et moi nous étions disputés ou si j'étais jaloux ou en colère contre lui pour une quelconque raison. J'ai dit non, avec force. Mark et moi étions amis, les meilleurs amis. Le détective n'a même pas cligné des yeux. Il a juste pris note, puis est revenu sur le même type de questions. Où étions-nous? Qu'avons-nous entendu? Est-ce que quelqu'un en voulait à Mark et connaissait notre excursion? Quelques heures plus tard, ils nous ont finalement laissé repartir, Joey et moi. Il avait subi à peu près le même interrogatoire étouffant que moi. À ce moment-là, il avait compris lui aussi que le regard de suspicion était fermement braqué sur nous. On était terrifiés, vraiment terrifiés. Chacun de nous imaginait déjà un procès bâclé qui finirait par nous condamner tous les 2 à tort pour meurtre au 1er degré. Mais même face à une telle perspective, notre peur était encore dépassée par l'horreur de ce qui était arrivé à notre ami, Mark. Je ne comprends toujours pas, même après toutes ces années. Si on l'avait trouvé mort, d'une balle ou poignardé, mais habillé, ça aurait déjà été assez horrible. Mais là, pourquoi avait-il enlevé ses vêtements comme ça? Et qui lui a pris la tête? Environ 1 semaine après notre interrogatoire, les résultats des analyses sont revenus. Rien d'anormal. C'était une bonne nouvelle. Mais ni moi ni Joey n'avons eu envie de fêter quoi que ce soit. Il restait la mort de Mark, et surtout la question, qui diable l'avait tué? Mais après de très nombreux mois d'enquête obsessionnelle, l'affaire a été classée. Les flics n'avaient ni armes ni mobile, et il y avait autre chose qui restait introuvable. La tête de Mark. Les policiers et les rangers ont fouillé les environs pendant plusieurs jours, espérant la retrouver quelque part. Mais rien. Celui ou celle qui l'a tué est reparti avec. Tout cela me semble appartenir à une autre vie. Joey a déménagé vers l'ouest environ 1 an plus tard. Il a trouvé un boulot quelque part dans l'Oregon. On ne se parle plus beaucoup aujourd'hui, mais on garde le contact. On ne parle juste jamais de ce qui s'est passé. Moi, je suis resté dans la région de Cambridge, mais j'ai sombré. Je ne pouvais garder aucun boulot, même des choses simples comme remplir des rayons ou faire des livraisons. Je faisais des absences totales, en pleine journée, revoyant le corps de Mark et le sang dans la terre, et je quittais mon poste pour aller boire. Les journées étaient dures,
Mais les nuits étaient pires. Quand je m'endormais sobre, ce qui était rare, je faisais toujours le même cauchemar. Je voyais Marc s'éloigner de moi dans les bois, se déshabillant au fur et à mesure. Je courais après lui, criant son nom, mais il ne m'entendait jamais. Et quand enfin il se retournait, il n'avait plus de tête. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à tout rompre, me demandant pourquoi je n'étais pas encore dans cette tente. Les amis ont fini par s'éloigner. Ma copine aussi. Elle est restée une année, puis est partie, incapable de supporter que je ne puisse pas parler de ce qui s'était passé, ni de mon problème d'alcool. Je ne lui en veux pas, je ne lui en ai jamais voulu. J'étais un vrai gâchis, ivre ou sobre. Assis dans mon appartement, les lumières éteintes, je fixais le mur. Parfois, quand je devais sortir, je passais en voiture devant des zones boisées et mes mains se crispaient sur le volant. Des années plus tard, j'ai fini par toucher le fond. J'ai perdu un autre boulot. J'ai arrêté de sortir et même de manger. J'ai perdu beaucoup de poids. Ma sœur m'a traîné chez un médecin qui m'a prescrit des médicaments. Ça a un peu adouci les bords, mais les cauchemars n'ont pas disparu. Pas pendant très longtemps. Elle m'a trouvé un programme de thérapie comportementale cognitive. Un programme assez intensif. J'ai commencé au printemps, 2 fois par semaine. Les psys étaient bons. Ils ne forçaient pas trop. L'un d'eux m'a dit un jour que l'écriture pourrait aider, que je devrais tout coucher sur le papier, tous les détails, et peut-être que ça lui enlèverait un peu de son pouvoir sur moi. Avec le temps, ça a un peu aidé, mais pas beaucoup. Marc est toujours parti. Son dossier est resté une affaire classée, et personne n'a jamais retrouvé sa tête. Qui l'a prise ou pourquoi? Je ne m'approche plus jamais de cette forêt, ni d'aucun autre bois d'ailleurs. Et même si je vais mieux qu'avant, je ne serai jamais plus la personne que j'étais. L'ancien moi est resté là-bas, dans cette forêt, exactement à l'endroit où nous avons trouvé le corps sans tête de Marc. Et tout comme mon vieux pote de lycée, il ne rentrera jamais à la maison. J'attendais cette virée camping depuis des semaines. Craig, Tanner et moi, mes potes, avions tout planifié. Rien de bien spécial. C'était censé être juste une nuit dans les bois. On avait choisi un coin paumé au fin fond du Tennessee, au cœur de la nature, là où les routes ne sont que de la terre battue et où les arbres sont si denses qu'on n'entend presque plus rien. C'était juste nous, une tente, et quelques bières et un feu, simple, le genre de truc qu'on avait fait une centaine de fois en grandissant. Je pensais que ça allait être une bonne soirée, et ça l'était. Jusqu'au matin, nous sommes arrivés tard dans l'après-midi. Le soleil commençait déjà à décliner. On a monté rapidement le camp, planté la tente, ramassé du bois, allumé un feu. La nuit se passait bien. Les bois étaient calmes. On était là, assis à boire, à rigoler, juste autour du feu qui crépitait, notre seule compagnie. Et c'était agréable d'être là, loin du travail, loin du bruit de la ville. Et quand je me suis réveillé, le feu n'était plus que des cendres et le ciel était gris. On voyait déjà cette lumière pâle du petit matin arriver. Craig et Tanner dormaient encore profondément. Alors je suis sorti de la tente, j'ai étiré mes jambes. Et je me suis dit que j'allais faire du café. Je suis allé jusqu'à mon pick-up pour récupérer la cafetière à l'arrière. Et c'est là que je l'ai vue. Il y avait une peau d'animal, étendue sur le capot de mon camion. Ce n'était pas juste posé là comme ça. Non, c'était soigneusement déployé, comme si quelqu'un avait pris son temps pour bien l'étaler. La fourrure avait été entièrement retirée, raclée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un dessous rose. Cru, brillant et encore humide. Du sang coulait sur le pare-brise, épais, sombre, déjà en train de sécher sur les bords. Je n'arrivais pas à dire ce que c'était. Peut-être un cerf, peut-être un animal plus petit. Il n'y avait plus de tête, les pattes avaient été tranchées nettes, de manière irrégulière, comme si on les avait coupées avec une lame émoussée. Et l'odeur, cette odeur de viande aigre, rance, qui vous rentre dans le nez et refuse d'en sortir. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester figé là, la main tremblante. J'ai regardé autour de moi, m'attendant presque à voir quelqu'un debout dans les bois à m'observer, mais les arbres étaient d'un silence total. Pas d'oiseaux, pas de vent, rien, juste moi et cette chose sur mon camion. J'ai donné un coup dans la tente pour réveiller Craig et Tanner. Ils sont sortis, encore ensommeillés, mais quand ils ont vu ce que j'avais vu, leur visage est devenu livide. On n'a pas dit grand-chose. Pas besoin. Quelque chose clochait, sérieusement.
On a démonté le camp à toute vitesse, balancé toutes nos affaires à l'arrière du camion sans même les plier. J'ai pris un bâton et poussé cette peau du capot. Elle a atterri au sol avec un bruit mouillé. Je ne l'ai plus regardée après ça. On est monté dans le camion et j'ai appuyé sur l'accélérateur, soulevant un nuage de poussière. Tout le long de la route, je jetais des coups d'œil dans le rétro, comme si quelque chose allait nous suivre. Mais il n'y avait rien. Pourtant, cette sensation ne me quittait pas. On n'a pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Craig fixait la fenêtre, et Tanner n'arrêtait pas de tripoter ses doigts, à se ronger les ongles. Moi, je restais concentré sur la route, essayant de garder l'esprit vide et de fuir ce qu'on avait laissé derrière. Une fois arrivé en ville, on s'est séparés rapidement. Je suis rentré chez moi et j'ai lavé le sang sur mon camion avec un tuyau. Je suis resté là, à regarder le rouge tourbillonner le long de l'allée. Ça ne semblait pas réel, mais mon estomac, lui, ne se calmait pas. Plus tard dans la journée, j'ai commencé à poser des questions, voir si quelqu'un savait quelque chose. Un gars, Monsieur Harris, à la station-service, m'a lancé un drôle de regard quand j'ai mentionné l'histoire. Il a dit qu'il avait entendu des histoires de gens qui retrouvaient des animaux écorchés sur leur voiture ou leur Porsche, là-bas, dans les coins reculés. D'après lui, ça durait depuis des années, par intermittence. Personne ne savait qui faisait ça, mais beaucoup pensaient que c'était un avertissement. Un message pour les étrangers, pour ceux qui n'avaient pas leur place ici. Harris a dit qu'il avait vu ça lui-même une fois, dans les années 80. Il avait campé trop loin dans la forêt et à son réveil, il avait trouvé un lapin écorché posé sur sa glacière. Apparemment, il n'y est jamais retourné. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je revoyais sans cesse cette peau, tendue avec tant de soin. Alors j'ai fini par aller sur Internet et j'ai commencé à creuser. J'ai trouvé des témoignages un peu partout, racontant exactement la même chose. Ces animaux écorchés, toujours laissés dans la nuit, dans des endroits reculés. Certains disaient que c'étaient des chasseurs devenus fous. D'autres pensaient à des farceurs. Mais il y avait aussi ceux qui parlaient de quelque chose de plus ancien, quelque chose lié à la terre. Un gars jurait avoir vu des silhouettes bouger dans les arbres après que ça lui soit arrivé. Mais il ne s'était pas attardé pour en savoir plus. Et plus je lisais, pire c'était. Des gens disaient se sentir observés, entendre des bruits chez eux après coup, comme si celui qui avait fait ça n'en avait pas fini avec eux. Je me suis répété que ce n'était rien, juste une mauvaise blague. Des gamins, peut-être. Mais je n'arrivais pas à m'en détacher. Je ne sais pas qui a fait ça, ni ce qu'il voulait. Peut-être qu'on avait franchi une ligne, qu'on avait campé là où il ne fallait pas. Peut-être que c'était juste aléatoire. Mais je sais que ce n'était pas un animal qui avait écorché cette chose et l'avait posée sur mon camion. Je ne suis plus jamais retourné camper depuis. Et je ne pense pas que je le ferai un jour. Craig et Tanner ressentent à peu près la même chose. On n'en parle pas vraiment, mais c'est là. Comme une ombre suspendue au-dessus de nous, je conduis encore ce même camion. Mais à chaque fois que je regarde le capot, je revois cette peau. Maintenant, je garde toujours les portières verrouillées. Et je ne sais pas si cette peur disparaîtra un jour. Tout ce que je sais, c'est que je ne remettrai jamais les pieds dans ces forêts profondes. Jamais. J'ai toujours été attiré par la nature. Mon pote Chris aussi. On est amis depuis l'enfance, depuis l'époque où on séchait les cours pour explorer les ravins près de notre quartier, à Toronto. Avec les années, c'est devenu un rituel. Chaque été, on choisissait un endroit. On faisait nos sacs légers et on partait camper le temps d'un week-end. Mais avec le temps, il nous fallait aller plus loin pour retrouver cette excitation d'avant. Alors, on a inventé un terme, le hardcore camping. Je suis sûr que d'autres ont eu la même idée. Mais pour nous, ça voulait dire pas de tente, pas de réchaud. Juste des ponchos, des toiles de sol et tout ce qu'on pouvait porter sur notre dos. On emportait un peu de nourriture, mais si peu qu'au bout de 2 ou 3 jours, il fallait cueillir, pêcher et survivre avec ce que la nature nous offrait. Ce n'était pas facile. Mais c'était justement ça l'intérêt. L'année où on avait tous les deux 24 ans, on a choisi le parc provincial d'Algonquin, un énorme morceau de forêt et de lac, là-haut en Ontario, pour 7 jours de vie sauvage. Et on a bien commencé le premier jour. Nous avons parcouru 12 miles depuis le départ du sentier.
en coupant à travers un épais mélange de pin et de bouleau. L'air était frais, le ciel parsemé de nuages. Après cette journée de marche, nous avons installé notre camp près d'un ruisseau peu profond. J'ai tendu mon poncho sur une branche basse pendant que Chris ramassait du bois pour le feu. Puis nous avons mangé un peu de viande séchée, fait bouillir de l'eau du ruisseau, et laissé les flammes de notre feu de camp mourir lentement alors que les étoiles commençaient à apparaître. C'était calme, juste le bruissement des feuilles et, de temps en temps, le ululement d'une chouette, mais c'est justement ce qu'on aimait. Pas de bruit, pas de gens, juste nous, perdus dans la nature. Le deuxième jour a été un peu plus difficile. Le terrain est devenu plus accidenté, plein de roches et de racines, et nous avons dû grimper une crête raide pour continuer vers le nord. Mes mollets me brûlaient en milieu de journée, et Chris, beaucoup plus grand, me distançait facilement avec ses longues enjambées. Cette nuit-là, nous avons dormi sur un tapis de mousse assez plat, mais le sol était glacial. Je me suis réveillé à un moment, alerté par le craquement d'une branche. J'ai tâtonné pour attraper le couteau que je gardais à mon côté, mais apparemment, ce n'était qu'un cerf qui passait dans l'obscurité. Le troisième jour, nous étions bien échauffés, et nous avons trouvé notre rythme. Nos sacs étaient plus légers, nos provisions presque épuisées, mais nous étions habitués à ça, et la faim est un excellent moteur, à mon avis. Cet après-midi-là, Chris a attrapé une petite truite dans un ruisseau, avec une ligne qu'il avait improvisée à partir de je ne sais quoi, et un hameçon. On l'a cuite au feu, et on a partagé cette chair floconneuse avec nos mains, en buvant l'eau fraîche des torrents, qui coulait à vive allure. C'était meilleur que n'importe quelle eau minérale en bouteille. On vérifiait la carte de temps en temps, mais pour l'essentiel, on avançait à l'instinct, en laissant la forêt nous guider vers de potentiels endroits où camper. L'Algonquin était immense, des milliers de miles carrés, et nous étions en plein cœur du parc, loin de toute route ou poste de garde forestier. Mais c'est justement pour ça qu'on était là, aucun filet de sécurité. Juste nous et l'immensité verte. Le quatrième jour a commencé comme les autres. Chris était déjà réveillé et en train de rouler sa toile de sol quand je suis sorti de ma tente. On a mangé le reste de notre granola et pris nos sacs sur le dos et repris la route vers le nord. La forêt était dense et on ne parlait pas beaucoup. Nos pas étaient à peu près le seul bruit qu'on entendait. Vers midi, on s'est arrêté près d'un ruisseau étroit pour remplir nos gourdes. Je me suis agenouillé pour m'asperger le visage d'eau quand Chris m'a tapé sur l'épaule. « Tu vois ça ?» m'a-t-il demandé en pointant au loin. J'ai suivi son regard et je l'ai vu, moi aussi. Une forme trop droite, trop régulière pour être naturelle. On a pris nos sacs et on s'est approché, traversant la broussaille. Les arbres s'écartaient peu à peu et là, on l'a vu, une bâtisse. Plus précisément, une église. Les murs étaient en vieux bois, gris et fissurés, comme s'ils tenaient debout depuis plus de 100 ans. Le toit était raide, couvert de mousse et d'aiguilles tombées. Une croix rouillée trônait au sommet. Une autre croix pendait à la porte d'entrée, et qui était barricadée et enchaînée avec un cadenas épais. Il n'y avait pas de clocher, pas de fenêtre. Juste cette boîte usée, dévorée par la forêt. Je me suis tourné vers Chris et j'ai dit un truc du genre « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Mais il ne m'a pas répondu. Il a sorti la carte, l'a étalée sur le sol et a commencé à tracer notre trajet du doigt. Il n'y avait rien là où cette église aurait dû être. Aucun marquage, aucun symbole, aucun indice d'une construction humaine à des miles à la ronde. Je me souviens d'à quel point ça m'avait semblé étrange, une église sans chemin. Pour y accéder, et si loin de toute zone habitée, Chris a replié la carte. Ses yeux étaient fixés sur le bâtiment. Il a dit un truc comme « On va jeter un œil ». On a contourné la structure, enjambant des racines, se baissant sous les branches. Ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est la porte enchaînée. La rouille était très épaisse et le cadenas semblait intact. On aurait dit que personne n'était venu ici depuis une éternité. Puis en arrivant sur le côté, on a vu un trou, là où le bois pourri avait cédé. Il était bas, irrégulier, juste assez grand pour qu'une personne puisse ramper à travers. « C'est sûrement un animal », a dit Chris en regardant dans l'obscurité. « Il utilise peut-être l'endroit comme tanière. » Et il avait sans doute raison. Mais quand il a enlevé son sac et s'est mis à 4 pattes,
C'est là que j'ai commencé à ne pas être tranquille. J'ai dit quelque chose comme « T'es sérieux? Tu veux ramper là-dedans ?» Et lui, il me sort « Bah ouais, t'as pas envie de voir ce qu'il y a dedans? Moi si. » Mais je me suis dit qu'on pouvait juste pointer nos lampes torches à l'intérieur et regarder depuis l'extérieur. Je lui ai proposé ça, mais Chris m'a ignoré. Il s'est allongé sur le ventre et a commencé à ramper dans le trou. Je ne pouvais pas le laisser rentrer tout seul, alors, bien sûr, je l'ai suivi. J'ai laissé mon sac et je l'ai suivi à travers cette ouverture rugueuse qui me griffait les épaules. L'air à l'intérieur de l'église était humide, froid, stagnant. On s'est relevé dans la pénombre, en époussetant nos pantalons. L'endroit était complètement vide. Pas de banc, rien. Juste des murs nus et un sol en terre battue, couvert de feuilles sèches. Tout au fond, il y avait une immense croix en bois. Mais ce qui m'a vraiment stoppé net, c'est ce qu'il y avait au centre de la pièce. Une trappe en acier, partiellement recouverte de terre, ses bords boulonnés et enchaînés de lourdes chaînes. Un autre cadenas rouillé pendait à ses chaînes, scellant l'ensemble. Je me suis approché, regardant cette trappe. Elle avait l'air solide, aucune rayure, aucun signe distinctif, juste du métal sale et froid. Chris est alors venu s'agenouiller à côté, et les chaînes ont cliqueté quand il a tiré dessus. Elles étaient clairement solides. Je me souviens avoir demandé à voix haute ce qui pouvait nécessiter des chaînes pareilles, et Chris a levé les yeux. Peut-être que ce n'est plus une église, a-t-il dit. Peut-être que c'est une sorte de planque. Ça c'était évident, mais pourquoi et pour qui? Chris s'est relevé, s'est essuyé les mains et a dit que ça pouvait être n'importe quoi, de l'argent liquide, peut-être une cachette de contrebandier ou le butin d'un cambriolage, enfermé là et oublié. Pourquoi d'autres ça serait enchaîné comme ça? J'ai juste secoué la tête. Un tas de fric, ça me semblait tiré par les cheveux, et ça pourrait tout aussi bien être quelque chose de dangereux, des déchets nucléaires, des produits chimiques, quelque chose de toxique, que des gens ne voudraient pas qu'on trouve. Je pense que j'avais de bons arguments, mais Chris n'écoutait pas. Et il avait ce regard un peu fou, comme s'il avait déjà décidé ce qu'il allait faire. « Faut qu'on entre là-dedans, mec. » Il a dit, en se dirigeant vers la trouée dans les bois à l'extérieur. « Allons trouver quelque chose pour casser les chaînes ?» J'ai crié pour qu'il m'attende, et je lui ai attrapé le bras. Mais il s'est dégagé et a rampé dehors quand même. Alors je me suis précipité après lui. Une fois dehors, Chris a commencé à tourner autour de l'église, donnant des coups de pied dans le sol. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, même si je le savais déjà, et j'ai eu exactement la réponse à laquelle je m'attendais. « Je t'ai dit que je cherche un caillou, » il a dit. Un truc assez lourd pour péter ce cadenas, mais le sol de la forêt était plat, juste des aiguilles de pin et des cailloux trop petits, rien d'assez costaud pour ce qu'il cherchait. Je lui ai dit qu'il agissait comme un idiot, que même si quelque chose se trouvait là-dessous, c'était complètement fou d'essayer d'y aller. Je lui ai dit que s'il avait raison, et qu'il y avait du fric ou des bijoux là-dedans, ça appartenait peut-être à un membre de gang, et que voler quelqu'un comme ça, c'était comme signer notre propre arrêt de mort. Encore une fois, je pense que j'avais raison. Mais Chris ne m'entendait pas, et je ne l'avais jamais vu comme ça. Il était du genre spontané, ouais, mais pas stupide. Je lui ai demandé d'arrêter, encore. Mais il m'a ignoré. Je vais marcher jusqu'à ce que je trouve un truc. Il a crié en s'enfonçant dans les arbres. Je m'en fous du temps que ça prendra. Et là, j'ai craqué. J'ai couru derrière lui. Je lui ai attrapé l'épaule et je l'ai retourné d'un coup. Je lui ai demandé ce qui lui prenait et il m'a repoussé. Puis on a commencé à se bagarrer. Il était plus grand, mais Chris était beaucoup plus maigre. Et c'était pas facile. Mais j'ai fini par le plaquer contre un arbre avant que quelqu'un se blesse. J'ai hurlé pour qu'il arrête. Encore. Pour qu'il arrête putain. Et tout à coup, c'est comme s'il m'entendait enfin. Comme s'il se réveillait. Il s'est figé puis m'a lâché. Je suis tombé en arrière et on respirait fort tous les deux. Un peu sonné après cette lutte. Je lui ai demandé encore une fois ce qui lui prenait, et il a levé les yeux. Son visage était pâle, en sueur. Il a dit qu'il ne savait pas. Et j'étais là, genre, « Parle-moi, mec, qu'est-ce que t'as en tête, là? T'as pas mangé ?» Chris a répété qu'il savait pas. Puis, après un moment, il a dit qu'il pouvait pas arrêter de penser à cette trappe.
à ce qu'il pouvait y avoir là-dessous, et qu'il avait l'impression qu'il devait savoir. C'était ça l'aventure qu'il cherchait. Il avait l'air ailleurs en parlant aussi. Il se frottait les tempes, comme s'il avait un mal de crâne. Je me suis accroupi à côté de lui, sentant l'adrénaline retomber, et je lui ai demandé s'il se sentait de continuer. Il a hoché la tête. Alors, on est retourné chercher nos sacs. Et on a laissé cette église bizarre derrière nous. Le reste du voyage, pourtant, était étrange. On a campé encore 2 nuits. On a gardé notre routine. Rando, cueillette, faire bouillir de l'eau. Mais cette étincelle, cet enthousiasme d'être là dehors, c'était clairement parti. Je n'arrêtais pas de surveiller Chris, attendant que cette énergie bizarre revienne. Mais heureusement, non. Il était un peu silencieux, mais sinon redevenu lui-même. Et quand on est rentré à Toronto, il faisait des blagues, comme si rien de tout ça n'était arrivé. On a commencé à appeler cette église le repère à trésors, et à en faire une blague qu'on racontait autour de bière. Mais moi, quand j'y repensais tout seul, ça ne me faisait jamais vraiment rire. Et puis la vie a repris son cours. J'ai retrouvé mon boulot de bureau chiant, Chris a repris son taf en cuisine. On continuait à se voir pour boire un verre, planifier un nouveau trip. Et à chaque fois, l'église revenait dans la conversation. Mais toujours à la légère, toujours avec une vanne à la fin. Je lui demandais s'il se souvenait d'avoir pété un câble à cause de cette trappe, et il souriait en secouant la tête. Genre, bien sûr que je me souviens, on serait millionnaires aujourd'hui si c'était pas à cause de toi. On riait, puis on changeait de sujet. Mais aucun de nous n'a jamais proposé d'y retourner. En fait, on évitait carrément cette partie d'Algonquin. C'est assez ironique, vu que c'est Chris qui semblait, si soudainement, obsédé par ce truc, et pas moi. Mais avec le temps, j'ai compris que moi non plus, je pouvais pas sortir cette église ou cette trappe de ma tête. Je restais éveillé certaines nuits à l'imaginer. La porte grise, les croix rouillées, la trappe scellée par des chaînes et des cadenas. Les théories de Chris étaient délirantes. Du fric, des bijoux, mais moi j'y croyais pas. Il y avait quelque chose de pas net dans cet endroit, comme si c'était bien plus sinistre qu'une cage de criminels. Je repensais à la façon dont Chris avait agi, à cette lueur un peu folle dans ses yeux que je lui avais jamais vue, et je me demandais si c'était vraiment lui, ou si c'était l'église, ou la rando. J'en sais rien, mais ça lui a fait quelque chose. Et puis les mois ont passé, et 1 année, et Chris n'a plus jamais montré le moindre signe de pétage de câble. Et jusqu'à aujourd'hui, il est resté aussi solide qu'un roc. On a fait d'autres trips, plus petits, plus proches de chez nous. Et c'était comme s'il y avait un accord tacite. Algonquin, c'était plus une option. Je traînais parfois sur les forums, cherchant des infos sur une église dans le parc. Mais rien ne correspondait, aucun registre, aucune histoire. C'était presque comme si cet endroit n'existait pas vraiment. Et peut-être que c'est le cas. Pas officiellement, en tout cas. Peut-être que quelqu'un l'a construite là, loin de tout, pour une bonne raison. Une raison qu'on ne saura jamais. Il y a très, très longtemps. Et je me répète que c'était juste une ruine, une relique d'un temps oublié. Et que Chris et moi, on avait juste surréagi. Mais ensuite, je repense aux chaînes, et à la manière dont elles brillaient à la lumière, et à mes poils qui se dressaient sur ma nuque. Chris a tourné la page. Ou en tout cas, il en a l'air. Il parle de ce trip comme si c'était rien. Comme si l'église n'était qu'un détail bizarre. Je fais semblant aussi. Je garde le ton léger. Mais au fond, je sais qu'on est tombé sur quelque chose qu'on n'aurait jamais dû trouver. Je ne lui ai jamais dit à quel point ça me hante encore. À quel point je rêve de cette trappe, certaines nuits. Et comment je me demande parfois si on a échappé à quelque chose de bien, pire que ce qu'on pensait. Ça fait des années maintenant, et on est toujours amis. Il est toujours le même Chris, bruyant, têtu, loyal, et je crois pas qu'il y pense autant que moi. Mais moi je crois que je pourrais jamais vraiment laisser ça derrière. C'est pour ça que j'ai envoyé ce témoignage ici. Cette église, je sais qu'elle est toujours là-bas. J'en suis sûr, silencieuse, debout au milieu des arbres. Et ce qu'il y a sous cette trappe enchaînée, je prie pour que ça y reste. On est parti camper au parc d'État de Harriman. C'était moi, Simon et Eddie, juste nous 3, à vouloir s'éloigner de la ville pour un week-end. On a planifié ça pendant des semaines, préparé notre matos, et on est parti de Brooklyn un vendredi après-midi.
Le parc était calme quand on est arrivé. On a installé notre campement près d'un des petits lacs, un endroit qu'on avait choisi sur la carte parce qu'il était éloigné des sentiers principaux. Quand la tente a été montée et le feu allumé, il faisait déjà presque nuit. Mais cette première nuit était géniale. Des hot dogs, quelques bières, et enfin des vraies conversations après des mois sans vraiment se voir. Le lendemain, on a décidé de partir sur les sentiers. C'était la fin de matinée, on n'avait pas de vrai plan. On a suivi un chemin jusqu'à ce qu'il disparaisse peu à peu, puis on a continué quand même. Mon pote Eddie prenait des photos de champignons et de cailloux, au hasard avec son téléphone, pendant que Simon cherchait l'endroit parfait pour pique-niquer. Moi, je me contentais de marcher, à moitié concentré sur leur débat, sur l'existence de Bigfoot. À New York, après quelques heures, les arbres ont commencé à s'éclaircir, et on est tombé sur un petit lac qu'on n'avait pas vu sur la carte. Il faisait moins de 100 yards de large, et juste là, au bord, il y avait une cabane en bois toute seule. Elle n'avait rien d'impressionnant. Le bois était d'un brun grisâtre, usé, fendu à plusieurs endroits, comme si elle était là depuis des décennies. Le toit s'affaissait légèrement. Pas de vitre à la seule fenêtre. Juste un carré vide avec un bout de rideau déchiré qui pendait. La porte était entr'ouverte, non verrouillée, grinçante au moindre souffle de vent. Simon a dit qu'elle avait l'air abandonnée. Eddie était d'accord. Mais moi, j'étais pas si sûr. Il y avait quelque chose qui clochait. On était curieux, alors on s'est approché. À l'intérieur, c'était sombre. La lumière de la fenêtre atteignait à peine les coins. L'air sentait le renfermer, la terre humide et le bois pourri. Il n'y avait pas grand-chose. Une table au centre, en bois brut, quelques chaises cassées renversées dans un coin, des clous rouillés qui dépassaient des murs. C'est la table qui a attiré mon regard en premier. Rugueuse, fendue, couverte de taches sombres, des grandes, irrégulières, presque noires dans l'ombre. J'ai passé mes doigts dessus, sans réussir à savoir ce que c'était. Eddie a dit que c'était sûrement des taches de sang. Simon a acquiescé en pointant les murs. Ils étaient couverts de crochets. Peut-être une douzaine, vissés à différentes hauteurs. Certains tordus, d'autres rouillés, mais tous vides. Pas de cordes, pas d'outils, rien. Alors on s'est dit que c'était peut-être un abri de chasseurs, pour écorcher du gibier ou autre, et on s'est rassuré avec cette idée. C'était glauque mais pas inexplicable. On a fouillé un peu plus. Simon a donné un coup de pied dans le rideau. Eddie a pris une photo de la table, en disant qu'il la montrerait à son frère, qui chasse dans le nord de l'État. Moi, j'étais resté près de la porte, prêt à partir. Cette cabane, elle me mettait mal à l'aise. Quand on est sorti, j'étais soulagé de retrouver l'air du lac. On est reparti vers le sentier, en se disant qu'on allait rentrer au camp pour manger. Et c'est là que Simon a trébuché. Il était quelques pas devant, près du côté de la cabane, quand son pied a buté contre quelque chose. Il a vacillé, les bras en l'air, mais il ne s'est pas écroulé. Eddie et moi l'avons rejoint, et on l'a vu, quelque chose de métallique dépassait du sol, juste 1 ou 2 pouces au-dessus de la terre. Terne, rouillé par endroits, à moitié enseveli. Au début, j'ai cru que c'était un couteau, ou une hachette, un outil qu'un chasseur aurait laissé là. Simon s'est accroupi, a dégagé un peu de terre. Mais ça ne bougeait pas. Il a dit que c'était coincé. Eddie m'a tendu sa gourde et nous a dit de creuser. J'ai pris un bâton. J'ai commencé à gratter. Simon, lui, utilisait ses mains, enlevant des touffes de terre qu'il jetait de côté. Et plus on creusait, plus la chose prenait de l'ampleur. Ce n'était pas un outil. Ça, c'était sûr. Il y avait un rebord courbé, puis un autre. Et bientôt, on a vu que c'était creux à l'intérieur. Après 10 minutes, on l'avait presque complètement dégagé. C'était un casque, ou quelque chose qui y ressemblait. Un métal lourd, peut-être du fer, piqué, rouillé, mais solide. Il était haut, pointu comme une pyramide. Et à l'avant, il y avait 2 fentes pour les yeux, en forme de croix. Pas des croix d'église. Non, elles étaient irrégulières, tranchantes, comme si quelqu'un les avait taillées à la main avec un ciseau à froid. Tout ça était étrange, clairement déplacé ici. Et rien que le regarder me filait des frissons. Eddie a reculé, a demandé ce que c'était. Simon l'a ramassé en grognant à cause du poids. Il l'a tendu devant lui et a dit un truc du genre « On dirait un casque du Ku Klux Klan ou un truc comme ça. » Puis il a ajouté « Mais en métal. » Moi, j'étais pas d'accord.
Le clan ne portait pas des pyramides en fer sur la tête. Ça semblait plus ancien, plus lourd, comme si c'était pas juste un costume. Simon l'a retourné, a regardé à l'intérieur. Il a dit que ça sentait la rouille et la boue. Puis il a souri, et il a dit « Je vais le mettre ». « Eh, non, tu vas pas faire ça », dit Teddy en lui arrachant le casque des mains. Il s'assit par terre et s'essuya la main sur son jean. « Mais il est crade. Au moins, nettoie-le d'abord. » Simon haussa les épaules, mais j'ai vu qu'il était sérieux. Il comptait vraiment l'essayer plus tard. Et moi, j'aimais pas ça. Ce casque me filait une sale impression, comme s'il nous observait à travers les fentes en croix. J'ai rien dit. Je voulais pas passer pour parano. On écoute ton genre de chaîne trop longtemps, et voilà ce que ça donne. On l'a laissé là, près de la cabane, et on est rentré au camp. Le retour a été calme. Aucun de nous n'a beaucoup parlé. On gardait les yeux sur le sentier. Quand on est arrivé aux tentes, le soleil commençait à se coucher. On a allumé un feu, fait cuire des pâtes sur le réchaud et mangé autour avec un peu de sauce en bocal par-dessus. On discutait et bien sûr le casque est revenu dans la conversation. Eddie a dit que c'était sûrement un projet artistique. Peut-être un accessoire de tournage laissé là. Mais Simon y croyait pas. « Trop lourd pour ça, dit-il. Et pourquoi l'enterrer ?» J'avais pas de réponse. Je pensais juste à ces taches sur la table et aux crochets sur les murs. Cette cabane n'avait plus rien d'un abri de chasseur. Pas avec ce truc-là dehors. On a laissé tomber, fini de manger, et on est resté près du feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des braises. Il était après le coucher du soleil, peut-être 9 ou 10 heures, quand Simon s'est levé. Le ciel était noir. Pas de lune, juste les étoiles et la lueur rougeâtre des charbons. Il n'a rien dit. Il a juste pris sa lampe torche et s'est dirigé vers les arbres. « Hé, tu vas où ?» J'ai crié après lui. Il n'a pas répondu. Il a juste continué. Eddie et moi, on s'est regardés. « Il va chercher le casque, dit-il. » J'ai hoché la tête. On aurait pu l'arrêter. Mais on ne l'a pas fait. Simon a mis plus de temps que prévu pour revenir. Bien plus que le trajet jusqu'à la cabane. Eddie a commencé à faire les 100 pas, marmonnant qu'il était débile de partir seul comme ça. Moi, je restais assis près du feu, à le remuer avec un bâton. J'essayais de pas penser au casque, là-bas, quelque part dans le noir. Quand Simon est enfin revenu, il n'avait rien dans les mains. Il avait l'air livide. Et il ne nous regardait pas. Eddie lui a demandé ce qui s'était passé. Simon s'est assis sur une bûche et a juste fixé le sol. « Je l'ai jeté, dit-il. Là-bas, dans les bois. Je voulais plus qu'il me regarde. » Eddie lui a demandé ce qu'il voulait dire par « qu'il le regardait ». Mais Simon n'a pas répondu. Il a juste secoué la tête. Eddie a insisté encore et encore, mais Simon n'a rien ajouté. Il avait l'air secoué, comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Et nous, on n'a pas insisté. Le feu s'éteignait. Aucun de nous n'avait envie de rester debout plus longtemps. On est entré dans la tente, on l'a fermée, et on a essayé de dormir. J'ai juste resté là, couché, à écouter le vent et la respiration saccadée de Simon. Mais j'arrivais pas à sortir ce casque de ma tête. Les fentes en croix. Je les imaginais là-bas, braqués dans notre direction depuis l'endroit où il l'avait lancé. Et je me demandais quel genre de personne pouvait fabriquer un truc pareil. Le lendemain matin, on a plié bagage tôt. Personne ne l'a dit, mais on voulait tous se tirer de là. Le trajet du retour s'est fait en silence, juste le bruit du moteur. De temps en temps, une voiture qui nous doublait sur l'autoroute. On n'a pas reparlé de la cabane. Ni du casque, ni ce jour-là, ni plus tard. Mais moi, j'y ai souvent repensé. Je me surprenais parfois à me demander ce que c'était. D'où ça venait. Je pensais à cette cabane, aux taches, aux crochets. Et à ce truc enterré dans la terre, ça n'avait rien d'un outil de chasseur, ni d'un accessoire perdu. Ça sentait autre chose, plus sombre. Quelque chose qu'on n'était pas censé trouver. Des années plus tard, j'ai cherché le parc d'État de Harriman sur Internet pour voir si d'autres avaient vu cette cabane. J'ai rien trouvé, juste des cartes de sentiers, des avis de randonneurs, rien sur un lac avec une cabane, ou un casque enterré. Peut-être qu'on s'était éloigné bien plus du sentier qu'on le croyait, et peut-être qu'il est toujours là-bas, quelque part dans les bois, là où Simon l'a jeté. Je sais pas, j'y suis jamais retourné, et j'ai pas du tout l'intention de le faire. Quoi que c'était, je suis content qu'on l'ait laissé derrière. Mais parfois, la nuit,
Je vois encore ces fentes en croix dans ma tête. Et je me demande si on s'est pas éloigné de quelque chose de bien. Pire que ce qu'on pourra jamais comprendre. Salut les amis, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune narration à venir. Merci du fond du cœur. Et souvenez-vous, dur pour le minou quand le lait a cessé de couler.